Maintenant, quand on va aborder le problème de l'alimentation, il faut savoir que l'alimentation permet d'améliorer les performances, notamment par rapport à tout ce qu'elle peut apporter en termes de récupération. Ce que vous mangez va être directement ingéré par votre organisme et la qualité de ce que vous lui donnez à manger va favoriser le développement et ce que vous avez pu faire par rapport à l'entraînement d'avant. Bien sûr, en fonction de ce que vous voulez faire, vous pouvez organiser votre alimentation pour soit augmenter votre masse musculaire, soit maintenir votre poids ou éventuellement perdre du poids. Bien s'alimenter, ça évite l'apparition d'infections et des maladies parce que l'organisme sera fort, et notamment avec tout ce qui est vitamines, etc. Évite le surmenage et les blessures. Donc quand on est bien alimenté, on évite d'être trop fatigué et donc on évite de se mettre dans des situations où vous allez risquer de vous blesser. Rester concentré et bien dormir. Bien dormir, je prends un exemple. Vous mangez de façon très grasse et très conséquente le soir. Le sommeil va être perturbé par cette alimentation pas nécessaire, je vais l'appeler comme ça, et donc vous allez retarder la qualité de votre sommeil parce que l'endormissement va être compliqué, donc du coup vous perturbez votre nuit et donc la qualité du sommeil est perturbée en elle-même. Je vais vous présenter 3 fiches avec des petits conseils pour bien manger en fonction des thématiques. La première, c'est juste comment organiser un repas ou une journée par rapport à des gens qui souhaitent simplement manger correctement. Donc c'est des recommandations que vous avez tous entendues. La plus importante sur laquelle je reviendrai après, c'est qu'il faut à la fois bien manger mais bien s'hydrater aussi. Bon, les 3 fruits et légumes par jour, vous avez tous entendu parler. Et puis, parce qu'on parle de sportifs, donc les sportifs sont des gens qui, dans l'alimentation, se restreignent beaucoup. Le repas plaisir, un repas plaisir par semaine, c'est des choses qu'on maintient avec les sportifs parce que c'est normal que l'alimentation ne soit pas que restriction et qu'ils puissent pouvoir se faire plaisir de temps en temps. Donc ça, c'est les recommandations pour manger normalement. Une autre fiche, si vous souhaitez adapter votre alimentation pour pouvoir augmenter votre masse musculaire. Donc là, vous avez des variations par rapport à la fiche précédente, notamment dans l'apport en protéines, puisque c'est ce qui va favoriser le développement des fibres musculaires. On conseille notamment les boissons riches en protéines immédiatement après l'entraînement. J'y reviendrai après sur l'hydratation. Vous voyez que le nombre de repas augmente. Pour les gens qui veulent augmenter leur masse musculaire, il faut manger plus. Donc on n'est plus à 4 repas par jour. Donc les 4 repas qui étaient cités dans la fiche précédente, c'est petit déjeuner, déjeuner et dîner, plus une collation en milieu de journée, en règle générale un petit peu avant l'entraînement, pour que vous puissiez arriver à l'entraînement en étant en état de pouvoir vous entraîner de façon intensive sans puiser dans les réserves. Là, c'est 5 repas par jour, donc il y a une collation supplémentaire qui a été ajoutée. Il faut une source de protéines à chaque repas et la recommandation, et c'est pour ça que la deuxième collation a été ajoutée, c'est un petit bol de fromage blanc avant d'aller dormir. C'est un apport en protéines qui, sur le plan calorique, n'est pas très important. Donc c'est très intéressant. Souvent, les jeunes qui sont en Pôle France et qui sont dans une démarche de prise de masse musculaire respectent cette organisation-là dans leur alimentation et notamment avec l'apport du fromage blanc juste avant le coucher le soir. Je ne l'ai pas dit, par contre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter, il n'y a aucun problème, on peut discuter des diaporamas si vous avez des remarques à faire. Autre organisation de l'alimentation avec un objectif différent, l'objectif de perdre du poids. Vous voyez que le nombre de repas a de nouveau diminué un peu. Et bien sûr, éviter les aliments gras et sucrés, ça c'est ce que vous entendez tous les jours à la télé quand vous regardez les publicités. Bien sûr, l'exercice physique va être important si vous voulez perdre du poids, et notamment dans les exercices intermittents. Pas de grignotage.
Et bien dormir, c'est très important si vous souhaitez à la fois prendre de la masse musculaire ou même perdre du poids. Le sommeil est important. Vous voyez que les deux sont intimement liés. L'alimentation et le sommeil sont liés. Et les deux travaillent de façon simultanée. Et bien sûr, si vous voulez perdre du poids, il faut réduire un petit peu les apports caloriques, notamment le soir. Avant d'aller vous coucher, c'est pas la peine de faire des repas très conséquents. En plus, je vous l'ai dit, ça perturbe votre sommeil. Et donc, bien dormir, c'est très important si vous voulez atteindre ces objectifs. L'importance de l'eau chez un sportif, c'est très important d'avoir un apport en eau de façon conséquente. Surtout quand vous prenez conscience que dans un entraînement, vous pouvez perdre en termes de volume hydrique entre 1 et 3 litres par heure d'entraînement, en fonction de comment les gens se comportent par rapport à la situation. Il y a des gens qui transpirent beaucoup, d'autres qui transpirent un peu moins. Mais donc les moyennes se situent entre 1 litre et 3 litres d'eau perdue par heure d'entraînement. C'est important de compenser cette perte-là, surtout que quand vous transpirez, vous ne perdez pas que de l'eau. Vous perdez aussi des sels minéraux. Et donc c'est important de compenser cette perte-là. Surtout que des études ont montré que quand vous avez perdu seulement 2% de votre poids de corps en volume d'eau, vous avez une dégradation de votre VO2 max. La VO2 max, si ça ne parle pas à tout le monde, c'est ce qui peut être rattaché à la capacité aérobie. Donc cette capacité aérobie là va se dégrader de façon très conséquente. Et quand on sait que cette dégradation de votre capacité aérobie va avoir des influences directes sur votre concentration, votre réactivité et l'apparition de la fatigue de façon prématurée, c'est important de faire en sorte que cette dégradation ne provienne pas d'un problème d'hydratation. Elle arrivera, la dégradation de votre VO2 max, et votre capacité aérobie va se dégrader au fur et à mesure du temps, dans un effort qui est long, un entraînement de 2 heures ou 3 heures ou même un match. Vous avez naturellement et obligatoirement une dégradation de votre qualité aérobie. Après, on peut discuter de l'importance d'avoir une capacité aérobie très haute. Les gens qui ont une grosse VMA ou une grosse VO2 max sont des gens qui vont mettre plus de temps que les autres à rentrer dans la zone de fatigue ou dans la zone rouge. Et ça, c'est un autre débat. Mais en tout cas, évitez de faire en sorte que cette dégradation provienne d'un problème d'hydratation. Donc c'est pour ça que c'est important de s'hydrater régulièrement. Au-delà d'1 heure à 1h30 d'entraînement, vous avez un apport glucidique à avoir. Donc c'est pour ça que les boissons, l'eau c'est très bien, mais parfois ça ne suffit pas. Quand les entraînements sont très longs, qui dépassent 1h30, que vous avez 2 heures, 2h30, des fois ça arrive que des coachs proposent 3 heures d'entraînement. Quand il y a 3 heures d'entraînement, il faut que l'apport hydrique que vous avez ne soit pas que de l'eau et qu'il soit complété par des choses, notamment en termes de glucides. C'est pour ça que les boissons d'effort, tout ce qu'on peut trouver, Powerade, Gatorade, Isostar, etc., sont des choses qui incluent des glucides pour que vous refassiez les stocks et que vous puissiez durer sur la durée totale de l'entraînement. La préconisation, par contre, c'est qu'il faut boire régulièrement par petites gorgées et pas boire, si vous faites des pauses qui ne sont pas assez régulières et que les gens ont très soif, forcément ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont se jeter sur la bouteille d'eau et vont boire de façon très conséquente. Et ça, c'est pas recommandé. Encore plus si l'eau est fraîche. Si vous avez des bouteilles d'eau qui sont fraîches et que vous buvez en grande quantité, c'est mal de ventre assuré dans les minutes qui vont suivre. Et donc après, c'est pas intéressant puisque les gens ne vont pas pouvoir continuer à s'entraîner normalement. Voilà, donc un petit retour sur ce que je vous disais tout à l'heure par rapport aux boissons de récupération. Les objectifs sont les suivants. Refaire les réserves énergétiques en termes de glucides notamment. Pourquoi pas avoir un apport en protéines? À l'INSEP, on avait, jusqu'à il n'y a pas longtemps, un contrat avec Lactel. Lactel, qui est une marque connue de tout le monde pour les produits laitiers. Et Lactel avait fait un produit spécifique pour les sportifs avec une petite bouteille de lait dont les apports en protéines étaient augmentés. Donc il y avait 2 bouteilles différentes, un apport de protéines à l'équivalent de 8 grammes et un apport de protéines à l'équivalent de 20 grammes dans une petite bouteille de lait. C'était des recommandations qui étaient faites par l'INSEP pour que, immédiatement après l'entraînement, vous puissiez apporter cet apport en protéines.
Maintenant, le contrat s'est arrêté, c'est des choses qu'on utilise moins, mais les préconisations sont toujours les mêmes. Bien sûr, après l'entraînement, c'est important de se réhydrater si ça n'a pas été fait correctement avant. Et je vais illustrer ça après par des chiffres qui sont très, très impressionnants. Les boissons d'effort, j'en ai parlé juste avant. Vous avez tout ce qui est commercial, donc les marques que je vous ai citées précédemment. Et puis, vous pouvez très bien faire votre boisson d'effort maison, donc avec des choses riches en sucre, du jus de raisin, mélangé avec de l'eau, parce que si vous prenez que du jus, c'est beaucoup trop sucré. Et donc là, par contre, vous allez tomber dans un effet négatif de la boisson d'effort. Si c'est très sucré, vous connaissez les conséquences d'un apport en sucre important. Vous avez un pic d'insuline qui va être immédiatement produit par rapport à ce que vous apportez en sucre. Et la conséquence et le problème du pic d'insuline, c'est qu'après, ça redescend très vite. Et c'est là qu'on rentre dans une phase où le sportif va se sentir moins bien et moins performant parce que justement, il est en manque de cet apport en sucre. Donc, vous mélangez avec de l'eau et ça vous fait une boisson d'effort avec un apport sucré. En règle générale, on peut aussi, par rapport aux sels minéraux, rajouter un petit peu de sel. Donc, c'est pas très goûteux, hein, les boissons d'effort en règle générale. Tout ce qui est commercial, n'oubliez pas que c'est fait pour que ça puisse être vendu. Et donc, il y a beaucoup plus de glucides qu'autre chose dedans. Donc, méfiez-vous de ces boissons-là. Alors, pour illustrer les conséquences de la déshydratation, j'ai amené une étude qui a été faite à l'INSEP sur les basketteuses. À l'époque, c'était avec les filles. Donc, vous avez différents schémas. Le premier vous illustre le volume de transpiration par athlète. Donc, sur ce premier schéma qui est en haut, vous avez la transpiration mesurée par les chercheurs sur un entraînement. Dans le schéma du bas, vous avez le volume d'eau que les sportifs vont ingérer pendant l'entraînement. Là, vous ne pouvez pas lire les noms, mais ce nom-là ne correspond pas forcément à ce nom-là. Donc, il faudra regarder un peu plus en détail après. Mais donc, la conséquence après, c'est quand on a calculé combien elles avaient transpiré et combien d'eau elles avaient ingéré en boisson, on peut faire une balance hydrique à la fin. Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Vous voyez que sur les 7 joueuses qui ont été testées ce jour-là, une seule n'est pas dans le négatif en termes de balance hydrique. Toutes les autres, même si c'est très minime, et pour les deux qui sont à droite, c'est très important, elles ont une balance hydrique négative, c'est-à-dire qu'elles ont perdu beaucoup plus d'eau qu'elles n'en ont ingéré. Et dans cette situation-là, c'est des sportifs qui se retrouvent dans une situation qui est compliquée par rapport à l'entraînement en termes de concentration, en termes de pertinence de choix qu'elles vont faire et en termes de risque de se blesser. L'illustration finale de cette étude, c'était ça. En haut, vous avez le statut hydrique avant l'entraînement, puisque quand elles sont arrivées à la salle, elles se sont présentées et on a mesuré leur état d'hydratation en arrivant. C'est-à-dire, l'entraînement était à 10h30 le matin. À 10h30, dans quel état d'hydratation elles étaient? Regardez, donc comment on mesure ça? On mesure ça par rapport à la couleur de l'urine. Donc elles arrivent à la salle, on leur demande d'aller uriner dans un petit pot et la couleur de l'urine correspond au degré d'hydratation. Donc plus l'urine est foncée, moins vous êtes hydraté. Plus elle est claire, plus vous êtes hydraté. À 10h30 le matin, vous avez 5 athlètes qui sont dans un état de déshydratation prononcée. L'urine est très foncée, donc c'est rouge, et c'est pas bon du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'entre le lever et l'heure de l'entraînement qui est à 10h30, l'apport en hydratation est très mauvais pour ces filles-là. Ça veut dire qu'elles ont très peu bu au petit déjeuner et sûrement pas du tout pendant la matinée pendant laquelle elles étaient en cours, et il n'y a pas eu d'apport en eau pendant toute cette durée-là. Le problème est que, vous avez vu, elles arrivent à l'entraînement déjà déshydratées. À l'entraînement, elles vont transpirer. Donc elles vont perdre encore de l'eau, et pour certaines, elles ne vont pas s'hydrater de façon suffisante, ce qui fait qu'à la fin de l'entraînement, vous avez des gens qui sont dans un état de déshydratation qui a été peut-être
un petit peu améliorées parce qu'elles ont bu, forcément pendant l'entraînement on boit, mais à la fin vous voyez que quasiment toutes sont dans une situation de... Il y en a une seule qui est dans le positif. Cette joueuse-là est dans le positif à la fin de l'entraînement, toutes les autres sont dans un état de déshydratation qui est important. C'est très compliqué, c'était compliqué lors de cette étude de leur faire comprendre l'importance d'arriver à l'entraînement en étant déjà hydraté. Donc on s'est un peu battu avec les athlètes à l'INSEP après cette étude-là pour leur faire comprendre qu'il ne faut pas attendre de venir à l'entraînement pour commencer à s'hydrater, il ne faut pas attendre d'avoir soif pour boire. C'est bien là le problème. Trop souvent, les athlètes attendent que la sensation de soif apparaisse et une fois qu'elle est là, c'est déjà trop tard. Il faut s'hydrater de façon régulière pendant toute la journée pour éviter d'être dans des situations qui sont problématiques comme ça. La diapo suivante vous donne juste un petit exemple de ce qu'on leur fait comme recommandation en termes de nutrition et hydratation avant, pendant et après. Là c'est un match, mais quand c'est un entraînement c'est la même chose. Donc juste avant, je vous avais dit petite collation. Ça correspond au 4e ou au 5e repas dans la journée en fonction du régime alimentaire dans lequel on est. Ça peut être une barre de céréales si on n'a pas le choix de faire autre chose. Ça peut être un fruit, ça peut être éventuellement des protéines si dans la collation on a un regard particulier sur un apport en protéines. 15 à 20 minutes avant l'entraînement ou avant le match, ça vous permet de pouvoir le digérer à peu près. Pendant le match, on essaye d'associer autant que possible de l'eau, parce que je vous ai dit que c'était très important d'avoir un apport en eau pour pouvoir compenser la perte pendant la transpiration, mais associer une boisson d'effort pour pouvoir avoir un apport en glucides qui est important. Donc, pour illustrer ça, en équipe de France, on a un contrat avec une marque de boisson d'effort qui est Isoxan. Et donc les athlètes ont 2 bouteilles, une bouteille d'eau et une bouteille de boisson d'effort. Et la petite routine qu'on a installée avec eux, c'est prendre une gorgée de la boisson d'effort pour refaire les stocks en glucides et finir par boire de l'eau. Le faire dans le sens inverse, c'est problématique parce que vous avez l'apport en eau qui est positif certes, mais vous terminez par la boisson qui est légèrement sucrée. Et vous repartez, les athlètes repartent sur le terrain avec dans la bouche cette sensation de sucré qui va leur redonner la sensation de soif de façon plus rapide. Donc terminer et se rincer la bouche avec l'eau à la fin, c'est plus intéressant parce que du coup, ils ne repartent pas avec cette sensation de sucré. Et juste après le match, eh ben, vous avez l'illustration, vous avez la petite bouteille de Lactel qui est sur la diapo. Dans les 30 minutes qui suivent la fin du match, c'est intéressant parce que du coup ça permet de refaire les stocks assez rapidement. Et souvent la préconisation pour l'eau à la fin du match ou de l'entraînement, c'est l'eau gazeuse. Pourquoi l'eau gazeuse? Parce qu'il y a un apport en bicarbonate qui est un peu plus important et elles sont légèrement plus salées aussi, et donc c'est intéressant d'avoir ce petit apport. Mais si c'est de l'eau plate, ça n'a pas de conséquences négatives, rassurez-vous. Maintenant, je vais parler des choses qu'on appelle, qu'on peut mettre dans la catégorie de la récupération. Autour de l'activité, vous avez plein de choses qui peuvent concourir à augmenter les facteurs de récupération. Je vais vous présenter 5 familles différentes. La famille des étirements, la famille qu'on appelle les applications locales, les ambiances thermiques, l'immersion et la physiothérapie.